Oui, merci Président. Rebonjour Monsieur le Recteur. Votre lettre de mission fixe un cap de 100% d'enfants impliqués dans une action d'éducation artistique et culturelle. C'est un objectif pour le moins ambitieux qui suscite deux questions de ma part. La première relative aux classes d'âge et à la récurrence de la pratique. La seconde relative au périmètre de ce que l'on appelle l'éducation artistique et culturelle. Ces dernières années, les neurosciences ont modifié notre connaissance du cerveau. On sait par exemple que la zone cérébrale de la musique subit une neurogenèse active dans les premières années de la vie. Une pratique musicale entre 3 et 11 ans est donc à privilégier, a priori. Quelle prise en compte des neurosciences pour l'identification des bonnes pratiques à chaque âge et des récurrences les plus favorables envisagez-vous? Par ailleurs, se pose la question du champ de la définition de cette pratique, artistique et culturelle. La réconciliation des Français avec la science est l'un de nos défis. La culture scientifique et technique est pour cela un précieux levier, à même de donner aux jeunes le goût des filières scientifiques et des outils de compréhension de leur environnement. Le lendemain de la mort de Stephen Hawking est approprié pour ce point-là, me semble-t-il. D'où ma seconde interrogation. Quelle place réserver à la culture scientifique et technique dans les critères d'un processus de labellisation? Et quel rôle pour les musées, type Muséum d'histoire naturelle, mais aussi pour les organismes de recherche, qui pour certains ont déjà des implications en milieu scolaire, aux côtés des collectivités et des établissements d'enseignement? Je vous remercie. Pour la question de la culture scientifique et technique, moi je vous rejoins. J'ai tendance, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord avec ça, à ne pas distinguer l'éducation artistique et culturelle que de la culture scientifique et technique. Nous, on a vu arriver au prix de l'audace artistique et culturelle des très beaux projets qui viennent, par exemple, de la manière dont on construit des fouilles archéologiques. On est plutôt dans de la culture technique et scientifique, mais on voit effectivement que la mise au jour d'œuvres anciennes ou autres, dans les techniques et autres, nous permettent de voir que ça relève de pratiques d'éducation artistique et culturelle, bref, de quelque chose qui constitue notre culture commune qu'il ne faut surtout pas opposer. Parce que je pense aussi que les oppositions qu'on fait, voilà, technique d'un côté, culturelle de l'autre, ont tendance à nous faire échapper justement à l'idée qu'on puisse avoir une culture commune. Quand je citais Jules Verne tout à l'heure, vous avez un littéraire qui vous parle effectivement d'une littérature qui peut être, enfin franchement, il y a certaines pages de Jules Verne, y compris dans l'ouvrage que je citais, il faut quand même se les enfiler sur la description qui est quasiment ethnographique. Je ne dis pas que c'est ennuyeux, mais il faut avoir l'habitude de cette lecture ultra descriptive sur des pages et des pages, dont je vois beaucoup de gens les sauter pour revenir dans le narratif. Là aussi, notre relation à l'histoire qu'on construit est tout à fait essentielle et importante par rapport à cela.